Aujourd'hui, on plonge dans l'autopsie de ce qui est très certainement le plus grand et honnêtement le plus tragique échec amoureux de la littérature du 19e siècle. On va parler de la célèbre pièce d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, écrite en 1834. C'est un drame romantique absolu, un texte où l'humour pétillant du début finit complètement écrasé par une tristesse inévitable. L'objectif de ce décryptage, pensé tout particulièrement pour les lycéens qui préparent le bac de français, c'est de transformer l'analyse linéaire classique de ce texte si poétique en une véritable enquête visuelle. Prêt pour l'autopsie ? C'est parti. Bon, pour bien comprendre l'ampleur du désastre qui va se jouer, il faut d'abord poser les bases. Et les enjeux sont énormes. On a Camille et Perdiccas, deux cousins qui s'adoraient quand ils étaient enfants, et qui se retrouvent après 10 très longues années de séparation. Le père, le fameux baron, a un plan qui lui semble parfait. Un bon vieux mariage arrangé entre les deux. Sur le papier, c'est le conte de fées assuré. Sauf que, et c'est là que tout bascule, le séjour au couvent a littéralement transformé Camille. Elle en est revenue profondément méfiante, hyper distante et d'une froideur absolument glaciale face à l'idée même de l'amour. Ce qui nous amène tout droit à la grande question de cette analyse, notre problématique centrale. Comment est-ce que ce dialogue, qui devrait être de joyeuses retrouvailles, tourne à l'échec total précisément à cause de ce choc frontal entre la passion brûlante de l'un et la froideur de l'autre? On va décortiquer ça réplique par réplique pour bien comprendre la mécanique de cette conversation qui en fait était condamnée d'avance. Au programme de cette analyse, 1. Le mur de glace. 2. La tentative de sauvetage. 3. L'orgueil et la rupture. 4. Le bilan tragique. Et pour finir en beauté, une ouverture, Musset contre Marivaux. Première étape de notre enquête, le mur de glace, ou comment Camille refuse d'entrée de jeu la séduction. Le premier choc, il est carrément grammatical. L'usage des pronoms ici, c'est une arme redoutable. On a Perdiccas qui débarque avec un tu plein de chaleur. C'est le tutoiement spontané de l'enfance, de la proximité, de l'affection. Et en face, le mur. Camille dégaine un vous. Et attention, ce n'est pas juste une question de politesse d'époque, c'est une mise à distance pure et simple. C'est un refus immédiat et implacable de laisser s'installer la moindre intimité. Et cette froideur, elle ne s'arrête évidemment pas à la grammaire. Quand on se penche sur le vocabulaire de Camille, on tombe sur ce qu'on pourrait appeler le lexique du sérieux. Elle utilise des mots comme « sérieusement »,« mon parti est pris » ou encore elle attaque sur « votre orgueil ». Avec ces expressions, elle est en train de transformer méthodiquement ce qui devait être des retrouvailles romantiques en une vraie réunion d'affaires. C'est froid, c'est calculé, c'est chirurgical. Et ce rejet atteint un sommet avec une réplique d'une violence assez inouïe. « Je n'aime pas les attouchements ». Le mot attouchement est extrêmement fort. Il est chargé d'une connotation profondément négative. Ça nous prouve que dans l'esprit de Camille, un simple geste de tendresse humaine est devenu quelque chose de toxique, d'interdit et de totalement repoussant. On passe à la phase 2, la tentative de sauvetage. Perdiccas essaie désespérément de briser la glace. Face à ce mur, Perdiccas change de stratégie et dégaine le champ lexical de l'union. Il va utiliser des mots très forts comme main, unis, amitié, frères et sœurs. C'est un effort presque désespéré de sa part pour recréer du lien. Il essaye de raviver non seulement une connexion émotionnelle, mais aussi un contact physique, en s'agrippant au seul truc rassurant qu'il leur reste, leur passé commun. C'est là qu'apparaît l'antithèse majeure sur laquelle Perdiccas s'appuie pour contrer la logique de sa cousine. Il oppose la figure du prêtre, qui symbolise la règle stricte, rigide et totalement enfermante du couvent, à l'idée de Dieu, qui incarne ici une spiritualité vaste, naturelle et généreuse. L'argument de Perdiccas est hyper clair. L'amour naturel sera toujours infiniment supérieur aux règles artificielles imposées par la religion institutionnelle. Si on regarde la forme même du texte, la structure des phrases révèle l'ampleur du fossé entre eux. Les phrases de Perdiccas sont longues, elles sont lyriques, élégantes, pleines de passion. Elles essaient littéralement d'envelopper Camille. Mais que se passe-t-il ? Elle se fracasse contre la syntaxe de la jeune femme. Camille répond par des phrases très courtes, coupantes, lapidaires. C'est une vraie tactique psychologique, elle coupe court à la conversation, elle refuse catégoriquement d'entrer dans son jeu poétique. Troisième acte de notre décryptage, l'orgueil et la rupture. On atteint ici le fameux point de non-retour. Le point de bascule de cette scène tient en un mot, un seul, irrévocablement. Et attention, il n'est pas placé là par hasard, il est même répété 2 fois. C'est ce qu'on appelle un adverbe purement tragique. En littérature, quand un mot comme ça est répété, c'est pour sceller définitivement le destin des personnages. Ça nous indique, exactement comme dans la mécanique implacable d'une tragédie classique, que la machine infernale est lancée et que, eh bien c'est fini. Aucun retour en arrière ne sera possible. Sentant que la tension est à son comble, Camille va déployer son ultime bouclier avec cette phrase toute simple mais glaçante « c'est mon secret ». En refusant de s'expliquer, elle utilise le mystère comme une arme de défense massive. Ce secret, en fait, il lui sert de cachette.
Il lui permet de dissimuler sa véritable vulnérabilité, de masquer cette peur panique de souffrir que les religieuses lui ont inculquée. Juste avant de quitter la scène, Perdiccas lance une toute dernière métaphore, à la fois magnifique et terriblement mélancolique, celle des marronniers du petit bois. Cette image, c'est le symbole parfait de leur enfance perdue, de cette époque pure et innocente. Et en prononçant ces mots, il sort, il quitte le cadre, abandonnant Camille totalement seule et isolée dans sa propre prison de glace. Partie 4, le bilan tragique. Faisons l'autopsie de cet échec monumental. Au final, on se retrouve face à une impasse absolue. Un duel entre deux prisons intérieures. D'un côté, on a Camille, complètement prisonnière de sa peur. Le couvent l'a endoctrinée en lui martelant que l'amour ne mène qu'à la souffrance. Et de l'autre, on a Perdiccas, prisonnier de son propre désir et de sa vision hyper idéalisée du romantisme. Ils sont totalement figés, devenus incapables de faire le moindre pas l'un vers l'autre. Et c'est exactement là que réside tout le génie de cette pièce. Le message de Musset frappe fort. Les mots sont de véritables armes. On ne peut pas jouer avec le langage sans en payer le prix. À force de badiner, c'est-à-dire de jouer avec l'indifférence, de manipuler les sentiments et les mots, Camille a fini par briser net le lien sacré qui l'unissait à Perdiccas. Le mal est fait et il est irréparable. Enfin, 5e et dernière partie. C'est l'heure de l'ouverture littéraire. Musset contre Marivaux. Un point de comparaison toujours très utile à placer dans une copie. Toute cette dynamique de Musset se construit en fait en miroir avec l'œuvre de Marivaux. Prenons le jeu de l'amour et du hasard, par exemple. Là aussi, les jeunes utilisent le langage pour se tester, pour avancer masqué. Mais la grande différence, elle se trouve dans l'ADN même des auteurs. Chez Marivaux, qui est un auteur des Lumières, le jeu mène in fine à la vérité et au bonheur conjugal. Mais chez Musset, figure de proue du romantisme noir, pas de fin heureuse. Ce même jeu manipulateur garantit une issue misérable, menant tout droit au malheur absolu et à une terrible solitude. Ce qui nous amène, pour conclure, à une réflexion beaucoup plus vaste, qui dépasse largement le cadre de cette scène de 1834. Si un usage stratégique et glacial des mots a vraiment le pouvoir de détruire des liens profonds et sacrés, l'être humain est-il condamné, un jour ou l'autre, à devenir la victime de son propre langage ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.